Par moins 73%. Décembre 2024, la région Pays de la Loire annonce et vote des coupes budgétaires à grande échelle dans les domaines de la culture, du sport, de l'égalité homme-femme, de la citoyenneté, des médias, de l'enseignement artistique, de l'environnement, de l'agriculture, de la vie associative, de la jeunesse, parmi tant d'autres. Au-delà des gros chiffres, au-delà de la stupeur, de la colère et de l'inquiétude profonde des acteurs et actrices de terrain, quels impacts sociaux concrets dans nos vies à toutes et tous, à l'échelle locale et régionale, de ces coupes budgétaires? Première question, qui êtes-vous et que faites-vous? Donc moi, je m'appelle Anne Lemeur, je suis directrice coordinatrice régionale de la Fédération régionale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est un réseau qui est très ancien, qui existe depuis plus de 50 ans, qui est implanté sur l'ensemble de la France et qui a une mission d'intérêt général confiée par l'État d'information gratuite et anonyme auprès des femmes et des familles sur 3 grands domaines principaux: l'accès aux droits, l'insertion professionnelle et la lutte contre les violences sexistes. En Pays de la Loire, plus particulièrement, il y a 5 CIDF. Et donc, le rôle de la fédération régionale, c'est d'animer ce réseau des 5 CIDF et de décliner tout un programme de formation sur les thématiques que je viens d'énumérer. Pour donner cette information, ce sont essentiellement des équipes de professionnels qui ont un niveau de qualification minimum requis du fait de l'agrément de l'État, qui est pour l'accès au droit, par exemple, des masters en droit privé. Voilà, c'est pour montrer que c'est forcément des professionnels dont le niveau de qualification minimum est requis. Alors, l'ensemble des CIDF des Pays de la Loire reçoivent 23 000 personnes par an, dont 15 000 en individuel sur les champs d'intervention que je viens d'énumérer, et dont 33% sur les violences sexistes. Je suis Sandrine Mansour, je suis coordinatrice régionale de la Fédération régionale du planning familial des Pays de la Loire. Je suis Aurélie Fournier, je suis militante bénévole au planning familial et je suis à la fois membre du conseil d'administration de l'antenne départementale du 49 et présidente de la Fédération Pays de la Loire du planning familial. Je suis Tiffany Roudier, chargée de développement pour l'Union régionale Solidarité Femmes des Pays de la Loire. Et donc, on appartient au réseau Solidarité Femmes au niveau national qui porte le 3919, qui est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences, que toute personne peut appeler, que l'on soit victime, proche ou alors professionnel, pour obtenir des informations et de l'écoute. Au niveau régional, on est un réseau composé de 4 associations militantes en Pays de la Loire. Donc une association à Angers, une au Mans, une à Nantes et une à La Roche-sur-Yon. Et ce sont à peu près 3500 femmes accompagnées chaque année, près de 1400 enfants et un peu plus de 4800 appels qui sont passés sur les lignes d'écoute de nos associations. Je rajouterai qu'on est un réseau associatif militant qui accueille, accompagne et héberge les femmes victimes de violences au sein du couple et leurs enfants. On propose aussi des actions de formation et de prévention et ainsi que de sensibilisation auprès du grand public. Si je vous dis moins 73%, vous répondez? Alors, si vous nous dites moins 73%, c'est pas la réalité de la baisse, le pourcentage de la baisse par le conseil régional. Il faut peut-être pas le voir comme ça. Ce que ça évoque pour moi, c'est l'annonce brutale qui a été faite de cette baisse, sans qu'on ait ni concertation, ni échange préalable. Et donc, de fait, on se retrouve en 2025 à presque moins 25% pour la fédération régionale et à moins 10% à peu près pour les CIDF. Donc, dans une moindre proportion, c'est pas moins 73, mais ça veut dire très concrètement, ça veut dire que aujourd'hui, les subventions qui étaient données par le conseil régional au CIDF principalement étaient sur le développement et le maintien de permanences délocalisées d'accès aux droits sur l'ensemble du territoire, à raison de 97 points d'information partout, soit dans les mairies, soit dans les CCAS, soit dans les maisons de justice, soit dans les France Services. Et tout ça, toutes ces permanences délocalisées bénéficiaient de ce financement qui avait un effet de levier. Or, aujourd'hui, la perte de cette subvention entraîne par effet domino des réinterrogations sur les cofinancements qu'on avait pu obtenir des collectivités locales. Donc aujourd'hui, tout ce public qu'on accueillait dans nos permanences, eh bien, comment vont-ils être reçus?
alors même que on recevait sur des territoires où il y a aucun autre lieu d'écoute et d'information. Donc aujourd'hui, c'est comment on a cassé en fait cette dynamique qui existait depuis 2007. Depuis 2007, on avait commencé à implanter ces permanences délocalisées. Aujourd'hui, 97 points d'information qui sont remis en cause. Au-delà de ça, très concrètement, si on parle des impacts, ça veut dire aussi que dans la plupart des CIDF, ça va se conjuguer avec des baisses d'annonces de subventions publiques des collectivités locales, des départements, et puis également plein d'interrogations sur les financements. L'État, justement, qui nous a, par un arrêté, nous a amené à mettre en place la prime Ségur auprès des équipes salariées et pour lequel aucune compensation financière n'avait été négociée jusqu'à présent. Donc, qui dit mise en place de la prime Ségur pour 62 salariés sur l'ensemble des Pays de la Loire, pour tout public, tout professionnel confondu, ça veut dire évidemment que aujourd'hui, on parle de licenciement dans notre réseau, puisqu'on ne pourra pas suivre notre trésorerie et nos financements ne pourront pas suivre. Plus précisément pour la fédération régionale, nous avions une équipe de 3 personnes, dont une assistante administrative, qui est partie fin 2024 et qu'on ne remplacera pas. Par ailleurs, moi, je pars précisément à la retraite, mais je ne pourrai pas être remplacée dans l'immédiat puisque de toute façon, il n'y a pas de solution financière. Donc, ça a un impact à la fois sur le public, mais un impact aussi sur, évidemment, les emplois des équipes qui assurent justement ce service au public. Absolument indispensable, essentiel, et qui a montré toute sa pertinence depuis de nombreuses années. Et puis peut-être pour finir, mais je laisserai Tiffany et Sandrine redévelopper, il y a évidemment le programme 3 Réseaux. Le programme 3 Réseaux, c'est un programme de formation proposé aux lycées et aux maisons familiales rurales de sensibilisation auprès des élèves à raison de 10 lycées sur la région et de 5 MFR. On les sensibilise à la prévention des comportements sexistes. Donc un sujet très important qui a été très largement couvert par l'actualité et on sait combien il est important d'avoir un rôle de prévention sur la question des violences sexistes et sexuelles. Moins 100%. Parce que nous avons eu moins 100% de suppression en fait de notre subvention au conseil régional. Donc c'est moins 100%. D'autre part, c'est moins 73% qui était le chiffre donné pour la culture, ce qui est une réalité dramatique aussi. Mais tout le pan santé, prévention santé, promotion de la santé a été supprimé, comme l'agriculture, le sport, l'économie sociale et solidaire, l'innovation technologique, etc. Donc c'est 100% pour nous. En réalité, c'est une volonté de déstructurer tout le tissu. Alors, au-delà du tissu associatif, le tissu social, de nous empêcher d'avoir les moyens de faire des missions qui sont reconnues d'utilité publique. Il faut savoir que nous faisons une mission qui est confiée par l'État suite à des décrets et des lois qui sont donc obligatoires, que l'État ne fait pas, qu'il doit nous financer par un cofinancement venant de différentes origines, dont le conseil régional en faisait partie, de manière à faire cette promotion de la santé sur la vie affective sexuelle, lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et en même temps, on le fait dans des conditions bien moins bonnes si nous étions fonctionnaires de l'État. Les salaires ne sont pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes avantages et la preuve en est, c'est qu'il n'y a pas la même sécurité non plus puisque des emplois sont en jeu. Et surtout, la première chose, c'est que les usagers et usagères vers qui nos missions s'adressent ne nous verront pas. Nous, c'est plus de 2000 élèves que nous ne verrons pas cette année, des dizaines de professionnels que nous ne formerons pas. C'est de la coordination régionale qui risque d'être supprimée, de la coordination départementale. Donc, c'est un pan d'une partie de la société fondamentale et dont les effets seront d'abord sur les personnes à qui ça s'adresse, mais également auprès des personnes qui les mettent en œuvre. Ben oui, effectivement, c'est les moins 100% pour nous, moins 100% pour plein d'autres associations comme nous. En fait, si on reprend juste les chiffres, si au niveau de ce qui était donné financièrement par le conseil régional en ce qui concerne ce qu'on appelle l'égalité femmes-hommes, il y a un arrêt à 96% des subventions qui étaient données. En fait, donc au-delà de nous, c'est beaucoup d'associations qui sont touchées. Après, je dirais que le moins 73% pour moi, il évoque le mouvement qu'il y a eu. C'est vrai que c'est un chiffre qui a été beaucoup relayé, aussi pour pouvoir
montrer que là, on est sur une coupe budgétaire qui parle d'un projet de société. Ça vient toucher la promotion de la santé, ça vient toucher l'égalité femmes-hommes, ça vient toucher le sport, ça vient toucher l'insertion des jeunes, ça vient toucher la culture. On est vraiment, pour moi, ce chiffre, il est au-delà de nous. Il est un projet de société porté par la présidente du Conseil régional. Je dirais moins 73% pour la culture, dont on a beaucoup entendu parler, et moins 100% pour nos associations de l'aspect plutôt égalité et droits des femmes et lutte contre les violences, puisqu'en effet, pour nous, c'est 100% de nos subventions qui ont été supprimées du coup suite aux annonces du Conseil régional en novembre 2024. Donc, nous avons reçu une magnifique lettre qui nous parlait de l'avenir de notre jeunesse, que c'était l'une des raisons pour lesquelles ces coupes dans nos subventions étaient annoncées. On l'a reçue le 23 novembre, alors que notre journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est le 25 novembre. Donc, en plus, en termes de date, on a été régalés sur tous les plans en termes de brutalité des annonces qui nous ont été faites. C'est un sacré manque de respect quand même pour le travail qu'on effectue au sein de nos associations, au sein de nos réseaux, que ce soit les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, mais plus largement des acteurs du monde associatif, des solidarités, de la culture, du monde sportif, au sens large. Concrètement, nous, ça s'inscrit donc par la perte de la totalité de nos subventions sur le projet de l'Union régionale, ainsi que sur le programme régional de prévention des comportements sexistes et des violences coporté à 3 réseaux. Et donc, suite à l'annonce de ces financements, on est obligé de me licencier pour motif économique. Et donc, je perds mon poste à partir du 30 avril prochain. Donc concrètement, c'est la perte du poste pour nous au niveau régional et de toute la mise à mal de la dynamique qu'on a pu développer aussi grâce à ce poste salarié. C'est un poste sur lequel je suis en animation un petit peu de réseau et au travail avec les 4 associations avec lesquelles on a développé des projets coportés aussi au niveau régional. Que ce soit les actions de prévention avec le programme des 3 réseaux, mais aussi une action de prévention avec le bingo du love, qui est un outil que nous avons créé, qui permet de questionner les comportements dans ces relations amoureuses auprès des jeunes, et donc toute la question de comment est-ce qu'on va faire vivre l'outil par la suite sans poste salarié, et au niveau régional et au niveau national, puisque l'objectif pour nous c'était aussi de pouvoir le mettre à disposition du plus grand nombre d'associations, et également des fonds qui nous servaient à financer des séances de psychologues et de psychomotriciens auprès des femmes et des enfants accompagnés par nos associations sur 2 territoires. Donc on a aussi tout cet aspect de prévention auprès des femmes et des enfants et de prise en charge aussi des conséquences des violences sur la vie des femmes et des enfants qu'on accompagne. On parlait de l'impact des violences sur la santé. Sandrine nous le disait tout à l'heure en réunion et à d'autres instances, qu'1 euro dépensé en prévention, c'est 37 € économisés en moyenne sur les soins. Mais on comptabilise pas non plus tout l'argent que ça économise en termes de justice, de police, etc. Puisqu'à côté de ça, on fait aussi de la prévention pour éviter qu'il y ait des violences dans la société. C'est la question de la société dans laquelle on souhaite évoluer, laquelle on souhaite porter. Et il sera plus important que jamais de se battre pour ce modèle de société également qu'on souhaite mettre à mal de manière plus globale au niveau politique, que ce soit au niveau régional mais national aussi et international, puisque le contexte international aujourd'hui, comme on peut être assailli d'informations, est très anxiogène et très préoccupant. Et maintenant ? Alors, il y aurait 2 attitudes possibles face à des situations aussi, on peut dire graves, voire catastrophiques. Moi, je dirais graves. Il y a 2 attitudes possibles. Soit on se replie sur soi et on arrête toutes nos activités et on se dit c'est la fin et on verra ce qui se passe. Soit on se dit de toute façon la seule solution aujourd'hui c'est de fédérer. Alors l'exemple même de notre programme 3 réseaux, ça a été de fédérer 3 fédérations, qui est unique en France. C'est une expérience unique en France qui existe depuis 10 ans. Pour moi, c'est la seule logique aujourd'hui. Travailler ensemble. Alors, c'est les 2 réseaux que vous allez interroger après, mais c'est aussi s'ouvrir à plein d'autres réseaux, voire aller vers d'autres types d'acteurs avec lesquels on n'avait pas travaillé jusqu'à présent. Alors, ça peut paraître un peu irréaliste ou idéaliste. Ça ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que
La Fédération régionale des CIDF a traversé d'autres coups de Trafalgar. À chaque fois, il y a eu ces annonces que moi, mon poste allait disparaître, que j'allais me retrouver à temps partiel, etc., etc. Et à chaque fois, les solutions, elles sont pas sous le sabot d'un cheval non plus, hein. C'est-à-dire qu'on les trouve avec beaucoup de pragmatisme, mais en même temps, faut les tester. Et c'est peut-être aussi le moyen de réfléchir à d'autres modalités qui seraient, pas chacun dans son coin, mais aussi sur des logiques de mutualisation ou mutualisation de moyens humains, matériels et compagnie, d'achat aussi, mais mutualisation aussi de construire, de répondre par exemple à des appels à projets ensemble, de construire des projets ensemble. Voilà. Et maintenant, déjà, c'est faire face à une réalité. Une fois le choc passé, parce que ça s'est fait dans des conditions très violentes, il faut quand même le dire. On a reçu un appel téléphonique qui nous a dit qu'à partir en fin novembre, du 1er janvier, nous n'aurions plus rien. Toutes les actions étaient programmées. Il a fallu d'abord batailler pour tenter de sauver ce qui était à sauver. Donc, il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu des communiqués, des contacts avec la presse, de tenter de voir les élus. Les élus de la majorité ont refusé de nous recevoir. Donc, un mépris, une forme de violence et de rejet qui est absolument pas correct et respectueux vis-à-vis de nos structures. Et puis, en même temps, nous avons fait face en faisant front commun. Toutes les associations en promotion de la santé avons fait un communiqué ensemble. On a aussi montré qu'on est solidaire dans cette adversité et je pense que c'était une belle lettre d'intention et qui a permis de montrer qu'ils pourront nous enlever les moyens, mais ils ne nous diviseront pas. Et je pense que ça, c'est une première leçon, en tout cas, des actions. Après, deuxième temps, ça a été de savoir qu'est-ce qu'on fait. Nous avons perdu 2 contrats, en fait, avec la région. Un accord cadre que nous avions depuis de nombreuses années, qui avait été re-signé, ironie du sort, en 2024 pour 4 ans à venir dans le cadre du plan régional santé, qui a été totalement supprimé, et un programme unique en France des 3 réseaux, avec les fédérations régionales des CIDFF et l'Union régionale Solidarité Femmes, d'intervention sur des jeunes sur la prévention des violences et des comportements sexistes et sexuels, des violences sexuelles. Et donc, première chose, c'est vers quelles autres institutions on pouvait aller. La deuxième mauvaise nouvelle qui nous est arrivée, c'est que d'autres institutions comme l'ARS allaient devoir baisser nos autres subventions. Parce qu'il y a ça dans la balance aussi. Parce que l'État va baisser les subventions des ARS, donc les dotations budgétaires. Donc, ils vont être contraints de nous baisser les dotations locales, nos subventions, même s'ils ne le souhaitent pas. Et puis enfin, la troisième chose, il y a eu la prime Ségur que nous avions fortement accompagnée d'ailleurs, mais pour laquelle finalement nous n'aurons pas les financements. L'État s'était engagé à nous donner les moyens de financer cette prime Ségur. Je rappelle qu'elle est née de la période Covid et qu'elle a été quand même à l'époque où on applaudissait tous les soignants à la fenêtre et on a dit on allait défendre le système de soins et de prévention. Aujourd'hui, en fait, on ne le défend pas. Enfin, l'État ne le défend plus puisqu'il veut plus financer cela. Donc, on est dans la phase d'abord de voir qu'est-ce qu'il va falloir supprimer parce qu'il y a des urgences qu'il faut que on n'a pas les moyens de continuer. Donc, on est dans ces arbitrages qui sont difficiles. Et puis, en même temps, j'allais dire, on est des battantes. En tout cas, le combat des femmes, c'est aussi le combat de battantes sur tous les registres, pas que celui des droits des femmes. C'est sur tous les droits humains de manière globale. Et donc, on essaye de se battre pour obtenir d'autres financements, à la fois publics, si on y arrive, et aussi de voir du côté du mécénat privé, mais un mécénat privé dans des domaines où les valeurs se rejoignent, parce que bien évidemment, on ne peut pas faire du mécénat privé avec n'importe qui. Et puis après, on verra, on fera le constat ou pas de ce qu'on aura réussi ou pas à faire. Et enfin, ce qui nous aide dans ces différentes démarches, c'est la poursuite de la solidarité entre structures. Moi, j'ai une collègue, directrice d'un établissement, qui m'a dit que puisque mon poste est également en jeu, si à un moment c'est plus possible de payer le loyer du bureau, ils feront une place, on va essayer de mutualiser nos besoins, nos outils, nos projets, voilà. Et en tout cas, on va mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour réussir à aller de l'avant et à repasser cette crise importante, mais qui risque de durer quand même plusieurs années.
Et maintenant, du coup, c'est un peu ce qu'on fait là, en fait. C'est aussi de visibiliser ce qui se passe pour nous là en ce moment et ce que le Conseil régional, mais même au-delà de ça, ce que en ce moment, politiquement, la politique qui est menée envers certains domaines du droit des femmes, mais aussi des droits des enfants, en fait. Parce que quand on parle de prévention, quand on parle de violences sexuelles, de lutte contre les violences sexuelles, l'éducation à la sexualité est un des meilleurs moyens de prévention contre les violences sexuelles. Il faudrait à la fois en faire une grande cause pour l'État et en même temps ne donner aucun moyen pour le faire. Et ça, c'est juste pas possible. J'ai l'impression que aujourd'hui, il y a plusieurs chemins. Il y a la question de l'argent, du financier, parce que ça nous, forcément, ça nous impacte. Mais il y a la question de la politique et de la lutte politique, parce que faut vraiment pas se leurrer. Encore une fois, ces coupes, elles sont idéologiques. Donc, ce qui se passe, c'est que on visibilise. Moi, là, en ce moment, je suis interpellée pour pouvoir aussi aller parler de ce qui se passe. On m'a interpellée en Bretagne. On va essayer de réfléchir au niveau national avec des associations qui militent par rapport aux libertés associatives, par exemple. On va essayer de voir comment, sur le champ du social, du sociétal, du politique et du vivre ensemble, comment est-ce qu'on peut lutter? Parce que on peut pas penser les coupes régionales sans penser le national et sans penser l'international. On voit bien ce qui arrive au-delà de la France un peu partout. L'air du temps n'est vraiment pas bon pour les minorités, pas bon pour les femmes, pas bon pour les enfants, pas bon pour toutes les personnes qui sont précarisées, racisées, en fait, pas bon pour les personnes discriminées. Et ça, de vouloir couper les droits à ces personnes-là, c'est un projet de société contre lequel on va essayer de lutter. Et maintenant, eh bien, on va continuer de se battre. Je pense que c'est le mot qui ressort un petit peu de tous les échanges. Comme on le disait, les inquiétudes que chacun se replie sur soi-même, c'est pas... Enfin, c'est pas impossible, mais je pense que tout le monde a conscience qu'il va être important de faire front commun et de pouvoir lutter ensemble au maximum de ce qu'on pourra. Et je dirais aussi l'importance de se préserver et de prendre soin de soi et des autres, puisque là, on va tout donner dans la lutte, mais pour pouvoir durer le plus longtemps possible, c'est aussi important d'avoir ces espaces à soi pour récupérer, pour souffler, reprendre des forces et maintenir le plus longtemps possible, puisque là, je pense qu'on part pour des années assez compliquées. On est sur des années très, très compliquées qui s'annoncent et il va falloir faire face à tout ça et ne pas se voiler la face surtout. Et enfin, pour finir, votre mot de la fin. Le message, c'est quand même peut-être un message moins optimiste que le message que je viens de donner, qui est un petit peu, c'est la méthode Coué, quoi. J'essaie de m'en convaincre. Je pense que c'est assez catastrophique quand même ce qui arrive. Et c'est pas catastrophique seulement pour les réseaux qui travaillent sur la question des droits des femmes et qui sont des réseaux historiques, mais c'est catastrophique parce que toute la société dans son ensemble est impactée. Alors, les Pays de la Loire, c'est vraiment un lieu d'expérimentation de cet écroulement là d'un certain système. C'est très inquiétant parce que ça touche la culture, la santé, le sport et notre propre réseau. Que pour moi, si on veut réellement qu'aujourd'hui, il y ait moins de féminicide, moins de violences sexuelles et sexistes, qu'il y ait une société plus égalitaire, plus inclusive, etc., c'est parce que tous ces réseaux-là, ils travaillent dans le même sens. Aujourd'hui, de casser tous ces liens de solidarité, cette façon de travailler, de plus donner les moyens par des politiques publiques de soutenir des actions qui étaient jugées essentielles, évaluées comme essentielles. C'est aujourd'hui, on ne mesure pas encore aujourd'hui, là, début 2025, l'impact que ça va avoir sur la société dans sa globalité. Parce que la question, c'est pas seulement nos emplois, même si moi, je suis très triste de voir un impact très direct pour des personnes avec qui je travaille depuis quelques années en bonne intelligence, comme Tiffany et Sandrine. Mais on ne mesure pas l'impact sur la société civile, sur les gens autour de nous. Et on est très inquiets, nous, dans notre réseau, sur ça. Voilà. Et on le saura peut-être en 2026 ou en 2027. Mais pour moi, là, on est en train de rentrer dans quelque chose
où il faudra réagir en tout cas. Voilà. Chaos et utopie. On est dans l'ère de chaos. Je pense que le capitalisme est en train de s'effondrer. Avec lui, c'est tous ses attributs. Donc la précarisation, le patriarcat, la discrimination, les guerres. On est en plein dedans. On est dans cette phase la plus critique quand un système s'écroule, mais où il se croit tout puissant. Et on le voit à tous les niveaux, comme Aurélie vient de le préciser. Je crois qu'on faut qu'on le traverse. Et ce qui va faire qu'on puisse tenir, ce sera que la solidarité. Bien évidemment, les combats politiques aussi à côté. Mais il faudra être dans une solidarité internationale, locale, nationale, à tous les niveaux, parce que tout le monde va être impacté. Et puis, utopie, parce qu'il va falloir imaginer après, imaginer le monde d'après, un monde où justement on n'a pas envie que ça se reproduise. Et c'est là où il faudra qu'on fasse travailler notre imaginaire, notre imagination et la poésie de la vie, quoi, et que soit tous et tout ensemble à la créer, et donc qui ouvre des perspectives qui nous donnent l'espoir pour nous et pour les jeunes et pour toute la société, et où qu'elle soit et quelle qu'elle soit. Eh bien, on va se battre. Je pense que là, ça fait très très peur, mais faut prendre cette information. On a peur de ce qui arrive, de ce qui va arriver, mais c'est pas le moment de s'arrêter, quoi. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, c'est justement maintenant qu'il faut lutter. Alors, je vais finir sur une phrase que j'ai entendue il y a quelques mois, à laquelle je pense beaucoup. C'est Angela Davis qui dit souvent que l'espoir est toujours nécessaire. Bah ouais. Moi, de toute façon, je crois vraiment qu'on a raison. Alors, bah, on va se battre, quoi. Résister et espoir. Parce qu'aujourd'hui, si on est là, c'est qu'il y a déjà eu des luttes par le passé et que il faut garder espoir. Je pense que de belles choses naissent, malheureusement en passant par des phases très sombres, mais que rien n'est perdu et qu'on aura tout à réinventer. Si j'ai accepté de participer à l'enregistrement de ce podcast, déjà c'est pour visibiliser nos voix, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du monde de la culture au moment des annonces de suppression de subventions, que nous on est 3 réseaux de notre côté plus petits que le monde culturel. On a aussi les missions locales qui ont été grandement impactées, qui nous ont invités à participer à la manifestation qu'elles ont organisée face au conseil régional le 19 décembre dernier. Donc c'est vraiment pouvoir donner de la voix aussi et ne pas nous oublier, puisque nous aussi on va vivre de plein fouet ces suppressions de subventions. Et porter une voix à 3 réseaux aussi, parce que comme on le disait, c'est important de faire front commun et on travaille en bonne intelligence entre nous, et c'est important de maintenir les liens qu'on peut avoir entre nos 3 réseaux. Pourquoi avoir dit oui pour le podcast? Vraiment, c'est pour montrer ce qu'on fait et pas qu'on nous oublie, en fait. C'est vraiment la visibilisation pour moi et pouvoir expliquer c'est quoi nos missions et c'est quoi notre combat. Une production Parole et compagnie.